Chers amis, bonjour. Aujourd'hui se tient, si j'ai bien compris, une réunion hyper importante. Alors, je sais pas si c'est le procès en lui-même, au sujet du maire de Langouette et des pesticides autour des habitations et de la largeur minimum exigée pour protéger les habitations pour protéger les habitations des pesticides en question. Bon, alors là, autant vous dire, là, je suis pas en train de dire que je signe mon arrêt de mort auprès de la FNSEA, mais à mon avis, c'est pas loin, quoi. Alors, j'ai très bien travaillé le sujet, hein. J'ai une idée, en fait, absolument géniale, comme d'habitude. Alors, je vais déjà expliquer quelque chose. Il y a quelques années, j'avais rédigé un article au sujet de la forêt amazonienne et des multinationales telles que Ferrero, enfin, toutes les multinationales qui exploitent l'huile de palme et qui sont une des raisons de la disparition et du brûlis, de la culture sur brûlis, etc. dans la forêt amazonienne. Ça s'appelle donc REMBA, c'est-à-dire réintroduction d'espèces endémiques par bandes alternées, enfin pour schématiser. Bandes alternées afin de permettre des bandes qui sont plantées où sont plantées des espèces indigènes afin de préserver la faune sauvage et la biodiversité. D'accord ? Donc c'est pour trouver une forme de compromis. Cette méthode que j'ai proposée s'apparente à l'agroforesterie qui réunit dans son principe, mais ça se rapproche énormément. Ça se rapproche de l'agroforesterie, sauf que moi, quand j'avais rédigé cet article-là, en fait, je savais pas que ça existait, l'agroforesterie. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui aient déjà pensé le problème de façon un peu similaire à la mienne. Hein, voilà. Donc, ça se rejoint. Mais c'est vrai que j'ai encore pas trouvé le temps de noter et de signifier que j'avais observé le rapprochement après, et j'ai pas eu le temps de le dire, quoi. Voilà. Donc le maire de Langouette aujourd'hui doit défendre un peu sa position, sachant qu'il y a énormément de plus en plus de municipalités qui le suivent. Donc ça c'est quand même très intéressant. Alors, moi je vais vous donner mon point de vue. J'ai ici en Haute-Normandie, comme dans plein de régions de France, on a énormément de lotissements qui se construisent, y compris à Saint-Austrebert. Dans les lotissements en question, il existe dans la façon d'installer les parcelles quand le lotisseur installe son projet, il existe des bandes à l'intérieur du lotissement, bandes qui sont engazonnées et tondues, déjà pour commencer, alors que déjà dans un premier temps, il n'y a absolument aucune nécessité particulière de tondre chaque semaine ces bandes de terrain, sachant que si elles étaient simplement débroussaillées 2 fois par an, la biodiversité déjà s'en porterait beaucoup mieux. Ça c'est une chose. Je ne fais coucou à personne pendant que je fais mes vidéos. C'est parce qu'on me met des messages. Bon. Ça c'est une chose. Alors tout le monde trouve normal que à l'intérieur du lotissement, il y ait des bandes d'accès pour les pompiers, etc., les bassins de rétention pour que tout se passe bien. Alors ça, on est tout à fait d'accord. Alors je comprends bien, à l'intérieur du lotissement, la façon dont le lotissement est pensé et envisagé ne regarde pas le milieu agricole, d'une certaine façon. Hein. Une fois qu'on leur a exproprié les terres où on a pris au monde agricole les terres pour bâtir, je suis pas en train de critiquer quand je dis ça, parce que mais quand même, une fois que c'est signé, c'est signé. Hein. Bon, d'accord. N'empêche que, comment dire, philosophiquement, ça fait réfléchir. Voilà. Bon. Donc ces bandes en question, elles sont prévues pour que justement les pompiers interviennent, bassins de rétention, etc. Alors, la question est la suivante. Doit-on prévoir la loi uniquement au sujet des lotissements ou bien pour toutes les habitations? Pourquoi discriminer des habitations isolées, donc qui ne sont pas dans l'enceinte d'un lotissement, comparativement au lotissement? Est-ce que habiter un lotissement devrait avoir pour conséquence qu'on soit plus protégé des pesticides qu'en habitation isolée? Alors que l'urbanisme le plus ancien signe le plus l'authenticité véritable d'une culture architecturale de terroir, sachant que c'est ce terroir, précisément, qui est la locomotive pour la région. Je vais vous donner un exemple. Moi, en Normandie,
je fais du vélo électrique, enfin plus tellement depuis que j'ai une voiture électrique, on peut pas tout faire en même temps. Mais n'empêche que me baladant autour de chez moi, il y a plein de petits hameaux dans tous les villages autour, hein, Imanville, Saint-Austrebert, Huguesville, etc. Il y a plein de petites maisons en colombage. C'est juste absolument adorable. Il y a plein de gens qui ont des super petites maisons qui sont complètement planquées dans des coins qu'on soupçonnerait pas, quoi. D'accord ? Bon. Est-ce que ces maisons-là doivent ne pas bénéficier de la moindre protection ou pas? Est-ce qu'il n'y a que les gens qui sont en lotissement qui doivent bénéficier de celle-là ou pas? En tout cas, moi, ce que je propose, en fait, donc oui, ce qui est important, si vous voulez, c'est que sur le plan architectural, c'est précisément ces maisons anciennes qui sont planquées, qui sont disséminées dans la nature partout, qui signent la véritable identité d'une région et d'un terroir. Identité d'un terroir qui, je le rappelle, est précisément instrumentalisé c'est pas une critique, hein, mais quand même est instrumentalisé quelque part par le milieu agricole pour faire ressortir la qualité de leur production à eux, quand ils font les marchés, quand ils vendent à la ferme, hein. On est bien d'accord. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'un peu fort de café, je dirais, hein. Même si on produit pas de café en Normandie, hein, on en torréfie, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est interpellant. Alors, quand on sait en plus que dans les lotissements, ce sont des gens souvent c'est un peu des cités dortoirs quelquefois. Voilà, moi c'est la question que je me pose. Donc celui qui a la petite chaumière en Normandie, il est dans son coin. Est-ce qu'il est protégé ou pas contre les pesticides? On sait pas. Mais enfin, il y a quand même un problème là. Je veux dire, est-ce que les maires en question, est-ce qu'ils envisagent de protéger toutes les maisons d'habitation, ou est-ce que c'est une loi qui concernerait uniquement les lotissements ou pas? Je voudrais juste savoir. Voilà, ça c'est ce qui m'interpelle. Voilà. Alors moi, ce que je propose en fait, c'est la chose suivante, c'est de croiser cette histoire de bande, la proposition qui est faite par le gouvernement, c'est juste risible, hein, d'accord. Bon, ce que je propose en fait, c'est que les bandes en question soient plus larges, bien évidemment, et ce qui est important, c'est qu'il est nécessaire que ces bandes, elles soient boisées. Elles soient boisées, et bien évidemment, elles soient boisées sur des essences qui sont recépées régulièrement. Je parle de recépage régulièrement parce que il n'est pas question d'installer à proximité des maisons des arbres de grande envergure pour la simple raison que il y a tout simplement des maisons qui seraient trop à l'ombre et il y aurait des propriétaires des maisons pour le coup qui verraient ces grandes silhouettes. Non mais c'est problématique d'avoir de très grands arbres à proximité des maisons, on le sait. Hein, c'est pas la peine de nier le problème. Mais par contre, on peut très bien planter des essences qui ne montent pas en hauteur beaucoup, comme des noisetiers par exemple, ou des essences qui sont recépées régulièrement. Sachant d'autant plus que à l'intérieur des maisons, il y a beaucoup de gens qui ont des cheminées. Donc ça permettrait de faire du bois de chauffage, et c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Sachant d'autre part, surtout, que les bandes qui sont boisées de cette façon-là sont les meilleurs prétextes en fait pour remettre de la biodiversité en prévoyant justement de replanter. C'est-à-dire que ces bandes en question devraient être replantées de telle sorte qu'elles abritent de nouveau une forme de biodiversité. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut croiser la nécessité de protéger les maisons des pesticides avec la nécessité de les protéger de toute façon aussi d'une autre façon, des vents notamment, moi je pense des vents d'ouest évidemment. Voilà, quand vous avez aujourd'hui, on a de plus en plus de phénomènes qui sont pas normaux au niveau des intempéries, des vents, des pluies, etc. Et donc avoir autour des maisons des bandes qui soient boisées. Alors par contre, ce qu'on peut proposer, parce que il est normal aussi que quelqu'un qui habite à la campagne, il participe d'une certaine façon. Hein, moi, je trouverais normal, par exemple, pour protéger ma maison, je trouverais normal de participer financièrement. S'il y a, par exemple, des essences qui doivent être recépées et qu'on récupère le bois de chauffage, on peut très bien trouver un compromis pour que les gens payent en partie, plutôt que d'aller acheter du bois de chauffage qui vont payer beaucoup plus cher quelque part, qu'ils récupèrent le bois de chauffage pour mettre dans leur cheminée. Je vous signale que ça existe en montagne, hein, par exemple. Hein. Les gens qui habitent des villages de montagne,
et vous avez énormément d'agriculteurs, par exemple, qui ont des contrats avec l'État ou avec la commune, ou l'hiver, par exemple, vous avez des agriculteurs qui travaillent comme forestiers ou comme bûcherons. Et puis vous avez les habitants qui ont la possibilité de récupérer une certaine quantité de bois de chauffage. Donc c'est tout à fait faisable. Et moi je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il faut juste que le désir politique soit là, en fait. Alors et pour ne pas. Alors il y a des agriculteurs qui me disent ah bah oui mais moi, qui disent ah bah oui mais moi ça va baisser mon rendement. Mais il a qu'à s'axer davantage sur la qualité déjà. Hein. Il a qu'à faire des céréales avec le label rouge déjà. Je veux dire, je pense que l'agriculteur aujourd'hui a beaucoup plus intérêt à viser la qualité plutôt que la quantité. Mais visiblement, ça, c'est une notion qui n'a pas encore été complètement intégrée par certains agriculteurs. Alors moi, je recommande d'aller voir le film, je me souviens plus du nom du film, Au nom de la terre, filmé avec Guillaume Canet, parce que même si effectivement, enfin, j'ai lu quelques critiques qui disaient que ça plombait un peu l'ambiance, enfin, mais il n'est pas question de savoir si ça plombe l'ambiance ou pas, il s'agit de comprendre. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, moi quand j'entends parler par exemple de gens qui se mettent à insulter les agriculteurs parce que ils sont pas encore passés au bio. Enfin, c'est quand même extrêmement grave d'être con au point de ne pas comprendre que on ne passe pas au bio comme ça du jour au lendemain. C'est une démarche intellectuelle, c'est une remise en question, c'est quelque chose de compliqué quand justement les générations d'avant ont vu les choses sous un angle et que l'enfant reprend l'exploitation, mais il n'est pas d'accord, mais c'est difficile de se mettre le père à dos et faut essayer de voir les choses avec un peu plus de subtilité. Et je pense que ce film-là est tout à fait de nature à restituer le contexte psychologique dans lequel certains agriculteurs se trouvent encore aujourd'hui. Et donc, c'est pas la peine de jeter la pierre. Il faut juste trouver des passerelles et trouver des ponts pour que chacun se comprenne et gueuler après un agriculteur parce qu'il met du glyphosate sans se poser la moindre question. Ben, je trouve ça vraiment grave, quoi. Parce qu'il faut vraiment être con, hein. Franchement, hein. Aller s'en prendre de personne à personne, un agriculteur, au seul prétexte parce qu'il refuse de passer au bio, parce que c'est un peu ça quand même, je trouve ça inquiétant. Alors ce matin, j'entendais sur France Inter, moi je suis pour un agriculteur qui disait, moi je suis pour l'agriculture raisonnée. Bah oui, mais il y a juste un problème. Hein. C'est que l'agriculture raisonnée, c'est pas un label. Donc à partir du moment où c'est pas un label, ça veut dire que ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et ça, croyez-moi, l'agriculteur, je le connais bien. Je sais très bien en quoi il est tout à fait capable comment dire, de s'arranger avec l'agriculture raisonnée comme bon lui semble. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. On me la fait pas à moi, quoi. Hein, il faut revenir à la qualité et il faut revenir au label rouge. Il faut absolument s'appuyer sur le label rouge, quelle que soit la production agricole dont il est question. Il faut s'appuyer sur le label rouge. Le label rouge, c'est un label qui est tout à fait valable. Moi, j'achète des volailles en grande surface et j'essaie dans la mesure du possible à chaque fois de prendre soit du label rouge, soit du bio. Et quoi qu'on en dise, quand vous cuisinez, même si c'est un truc en cocotte, hein, vous voyez bien au niveau des os à quoi vous avez affaire. Et mine de rien, quand vous achetez du label rouge, les volailles que vous achetez en label rouge, je peux vous certifier que quand vous croquez les os, c'est pas la même chose que ce qui n'est pas label rouge. Hein. Ça n'a rien à voir au niveau qualité. Alors c'est pas du bio, on est d'accord. C'est moins bien que le bio, c'est vrai. Mais c'est quand même nettement meilleur que ce qui est produit en intensif, vraiment. Ça, je peux vous le certifier. Croyez-en. Alors hier, je suis allée, on va terminer par ça. Hier, je suis allée voir l'exposition avicole à Côte-Bec-en-Caux. Donc ça m'a permis de renouer un petit peu avec l'aviculture, les poules et tout ça, donc j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors j'ai écrit un livre sur l'aviculture qui s'appelle Des cocottes et puis des coins-coins. J'ai pas eu le temps tellement de voir les coins-coins parce qu'il y avait plein de monde devant, mais je trouve même pas le temps d'envoyer mon travail à l'édition en fait. Mais je vais faire. C'est un travail qui est fait depuis longtemps, hein. Donc j'ai mis à jour au fur et à mesure que la loi évoluait. Je crois avoir fait du bon travail et donc il faut que j'ai même peint la couverture, j'ai fait une peinture pour la couverture, donc j'espère que ça va sortir, mais je vais faire ce qu'il faut rapidement pour que ça sorte. Voilà. Bon, c'est tout pour l'instant. Demain soir, il y a une soirée
sur l'écologie et le fait de sauver la Terre. Donc j'avais proposé cette idée de faire des moments à thème sur France Télévisions avec différentes émissions qui traitent d'un même sujet. Donc je vois que c'est une idée qui a été exploitée. Ça a été fait dernièrement au sujet du risque sur les vidéos porno au sujet de l'enfance et de l'adolescence, et donc je pense que c'est une très très bonne idée, et donc là c'est fait. Alors en principe je serai dans le public, si tout se passe bien, normalement je serai dans le public, normalement tous les voyants sont au vert. Alors on touche de la peau de singe, normalement c'est bon. J'ai vu qu'il y avait Nicolas Hulot qui était invité et qui sera là aussi, alors c'est très bien. Bon, à plus tard.